devant la juge, son amie, ma mère m'a désigné, elle ne sait que gaspiller ce qu'elle ne mérite pas, elle exigeait la fortune de ma grand-mère. La juge a hoché la tête. J'ai alors prononcé 2 mots qui l'ont fait pâlir. L'air du palais de justice de Bellefontaine était si froid que j'en avais mal aux os. J'étais assise seule à ma table, les mains serrées sur mes genoux pour qu'elles ne tremblent pas. De l'autre côté de l'allée, ma mère, la conseillère municipale Diane Durand, ajustait son collier de perles. Elle lança un sourire parfaitement répété aux caméras au fond de la salle. Aux yeux du monde, elle ressemblait à une mère inquiète essayant d'aider sa fille perdue. Elle ressemblait à une victime, mais je connaissais la vérité, tout comme mon père, Édouard, bien qu'il fixât le sol et refusât de me regarder. Ma mère ne voulait pas m'aider. Elle voulait me détruire. Elle me poursuivait en justice pour l'intégralité de la fortune que ma grand-mère Élise m'avait spécifiquement laissée. Elle pensait avoir déjà gagné. Après tout, la juge Aurore Lambert siégeait, et tout le monde dans cette ville savait qu'elles étaient de vieilles amies. Diane se pencha vers son micro, sa voix douce et dangereuse. Elle déclara à l'Assemblée que j'étais dépensière, que je ne méritais pas cet héritage. Je ne l'ai pas interrompu. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement touché le médaillon d'argent froid autour de mon cou. J'en avais fini d'être la fille silencieuse dans l'ombre. J'avais une seule chance de parler et je savais exactement ce que j'allais dire. C'étaient les mots qui allaient enfin réduire le pouvoir de ma mère en poussière. Pour comprendre pourquoi j'étais assise dans cette froide salle d'audience, il faut comprendre la maison dans laquelle j'ai grandi. C'était une grande maison sur la colline à Bellefontaine. Elle avait des colonnes blanches et une pelouse parfaitement entretenue. Il n'y avait pas de mauvaises herbes dans le gazon. Il n'y avait pas de jouets dans l'allée. De l'extérieur, cela ressemblait à l'image même de la réussite, au succès. Mais à l'intérieur, on se sentait comme dans un musée où il était interdit de toucher à quoi que ce soit. Ma mère, Diane Durand, n'était pas seulement une mère. Elle était conseillère municipale. C'était une personnalité publique. Dans notre ville, c'était la femme qui inaugurait les nouvelles bibliothèques. C'était la femme qui distribuait des dindes au refuge pour Noël pendant qu'un photographe prenait des photos. Elle souriait si largement sur ses photos. Ses yeux se plissaient au coin et elle semblait pleine de chaleur. Je regardais ces photos dans le journal et je me demandais qui était cette femme. Je ne la connaissais pas. La femme qui vivait dans ma maison ne souriait pas comme ça. À la maison, l'affection était quelque chose que l'on répétait. C'était une performance. Mes matinées commençaient généralement par le bruit des talons de ma mère claquant sur le parquet. Clic, clic, clic. Rapide et sec. Ce son me tordait l'estomac. Je m'asseyais à l'îlot de la cuisine pour manger mon toast, essayant de me faire la plus petite possible. Amélie, disait-elle, sans me regarder. Elle regardait son reflet dans le miroir du couloir, ajustant son blazer. Tiens-toi droite. On dirait un point d'interrogation. Oui, maman. Échange cette chemise. Ça fait bas de gamme. Nous avons le déjeuner d'affaires aujourd'hui. Elle ne me demandait jamais comment j'avais dormi. Elle ne me demandait jamais ce que j'apprenais à l'école. Elle ne faisait que vérifier mes défauts. Comme un superviseur inspectant un produit sur une chaîne de montage. J'étais un accessoire dans sa vie. J'étais le personnage de la fille dans la pièce intitulée La vie parfaite de Diane Durand. Mon père, Édouard, était un fantôme dans sa propre maison. C'était un homme grand aux larges épaules, mais il semblait toujours se ratatiner. Il s'asseyait à table avec son café et son journal. Il utilisait le journal comme un bouclier. S'il le tenait assez haut, il n'avait pas à voir ma mère me critiquer. Il n'avait pas à voir les larmes dans mes yeux. Je me souviens d'un soir, j'avais 16 ans. J'avais gagné un prix à l'école pour une dissertation que j'avais écrite. C'était très important pour moi. J'y avais mis tout mon cœur pour écrire sur la solitude. J'ai posé le certificat sur la table du dîner, juste à côté de la salière. Je voulais qu'il le voie. Ma mère est entrée. Elle était au téléphone, criant sur un directeur de campagne. Elle s'est assise en parlant toujours et a fait signe à mon père de lui passer la salade. Elle a raccroché et a poussé un long soupir théâtral. Les sondages sont en baisse dans le 3e arrondissement. Je vais devoir virer le coordinateur. C'est dommage, Diane, a dit doucement mon père. Ce n'est pas dommage, Édouard. C'est un désastre. J'ai besoin que tout le monde soit parfait cette semaine. Aucune erreur.
Elle a finalement baissé les yeux sur son assiette. Puis elle a vu le certificat. Elle l'a pris avec 2 doigts comme si c'était une serviette sale. « Qu'est-ce que c'est ?» a-t-elle demandé. « J'ai gagné un concours de dissertation », ai-je dit. Ma voix était faible. « Premier prix. » Elle l'a parcouru rapidement. « L'écriture, Amélie. Honnêtement, l'écriture ne paie pas les factures. L'écriture ne te donne pas une place à la table des grands. As-tu fini tes devoirs de maths? Oui, mais... Alors concentre-toi là-dessus. Ça, elle a laissé tomber le certificat sur la table. Il a glissé dans une goutte d'eau et l'encre a commencé à baver. C'est un passe-temps. Ne le laisse pas te distraire. Elle s'est remise à manger sa salade. J'ai regardé mon père. Je l'ai supplié du regard de dire quelque chose. De dire « bon travail ». De dire simplement qu'il était fier. Il a regardé le certificat. Puis il a regardé ma mère. Il a toussé et a bu une gorgée d'eau. « Passe-moi la vinaigrette, s'il te plaît », a-t-il dit. Ce silence faisait plus mal que ses mots. Sa cruauté était attendue. Elle était vive et bruyante, mais son silence était une lente trahison. Il m'a appris que je ne valais pas la peine qu'on se batte pour moi. Il m'a appris que maintenir la paix avec Diane était plus important que mes sentiments. J'ai appris à être silencieuse. J'ai appris que si je ne parlais pas, on ne pouvait pas me critiquer. J'ai passé mon adolescence dans ma chambre à lire des livres et à écrire dans des journaux que je cachais sous mon matelas. J'avais l'impression d'être invisible. J'avais l'impression de disparaître lentement, mais il y avait une personne qui me voyait. Élise Chevalier, ma grand-mère, la mère de ma mère. C'était étrange qu'elles soient parentes car elles étaient opposées en tout point. Ma mère était du marbre froid. Élise était la terre chaude. Élise vivait dans un petit cottage en bordure de la ville. Ce n'était pas une maison luxueuse. La peinture s'écaillait un peu sur le porche. Et le jardin était sauvage et envahi par la végétation. Mais à l'intérieur, ça sentait le bois de cèdre, le vieux papier et le pain frais. Ça sentait la maison. Chaque week-end, j'allais chez Élise à vélo. Dès que je passais sa porte, le nœud dans ma poitrine se desserrait. Élise ne se souciait pas de mes notes. Elle se fichait que ma chemise soit froissée. Elle ne se souciait pas des sondages ou de l'image publique. La voilà, disait-elle en ouvrant les bras. Ma chérie. Elle me serrait fort. Elle sentait le savon à la lavande. Quand elle me serrait dans ses bras, elle ne me tapotait pas le dos maladroitement comme ma mère le faisait pour les caméras. Elle me tenait comme si elle ne voulait jamais me laisser partir. Nous restions assises dans sa cuisine pendant des heures. Elle m'a appris à faire du pain. Ça ne la dérangeait pas si je faisais des dégâts avec la farine. La vie est désordonnée, Amélie, m'a-t-elle dit un jour en m'essuyant de la farine sur le nez. Si tu as peur du désordre, tu as peur de vivre. Un après-midi, j'avais 18 ans, je pleurais à sa table de cuisine. Ma mère venait de me dire que je n'avais pas le droit d'aller à l'université que je voulais parce qu'elle n'était pas assez prestigieuse pour la fille d'une conseillère municipale. Elle contrôle tout, sanglotais-je. Je ne suis qu'une marionnette, grand-mère. Je ne suis personne. Élise s'est assise en face de moi. Elle a pris mes mains dans les siennes. Ses mains étaient rugueuses et ridées, mais elles étaient fortes. Écoute-moi, a-t-elle dit. Sa voix était sévère, mais bienveillante. Tu n'es pas personne. Tu es Amélie Durand. Tu as un bon cœur. Tu vois les gens. Ta mère, elle regarde les gens, mais elle ne les voit pas. Toi, tu les vois. C'est un pouvoir, Amélie. Ne la laisse jamais te l'enlever. Mais je n'ai rien, ai-je dit. Tu t'as toi-même, a dit Élise. Et un jour, tu réaliseras que c'est suffisant. Je ne l'ai pas cru à l'époque. Je me sentais faible. Je me sentais petite. Mais ces week-ends chez Élise étaient l'oxygène qui me maintenait en vie. C'était le seul moment où je me sentais comme un véritable être humain et pas seulement un accessoire politique. Je ne le savais pas alors, mais Élise me préparait. Elle m'apprenait qui j'étais parce qu'elle savait qu'une tempête approchait. Elle savait qu'un jour, je devrais me tenir seule. Élise n'était pas seulement une boulangère et une grand-mère aimante. Elle était une force à part entière. Mais contrairement à ma mère, Élise n'avait pas besoin d'une scène. Elle avait fondé une petite organisation appelée la Fondation La Porte Ouverte. Ce n'était pas énorme.
Il n'y avait pas de gala avec champagne et caviar. C'était un fonds de bourse pour les étudiants à faible revenu de notre département. Des jeunes qui étaient intelligents mais n'avaient pas l'argent pour les livres ou les frais de scolarité. Élise gérait tout depuis un petit bureau dans son salon. Elle gardait les dossiers dans des boîtes en carton. L'argent est un outil, Amélie, me disait-elle pendant que nous trions les candidatures. Ce n'est pas un trophée. Tu ne le mets pas sur une étagère pour le regarder. Tu l'utilises pour construire des choses, pour réparer des choses. J'adorais l'aider. J'adorais lire les lettres des étudiants. Ils parlaient de leur rêve de devenir infirmier, ingénieur, enseignant. Ils écrivaient à quel point la bourse comptait pour eux. Regarde ça, Amélie, disait Élise en brandissant une lettre. Ce garçon, David, il est le premier de sa famille à aller à l'université. Nous l'avons aidé à acheter ses manuels. C'est ça qui est réel. Ça compte plus que n'importe quelle cérémonie d'inauguration. Je voyais clairement la différence entre ma mère et ma grand-mère. Ma mère voulait le pouvoir. Élise voulait un but. Ma mère voulait être vue. Élise voulait aider. J'ai décidé alors que je voulais être comme Élise. Mais le temps est un voleur. Quand j'ai eu 24 ans, Élise a commencé à changer. Ça a commencé par de petites choses. Elle oubliait où elle mettait ses clés. Elle répétait la même histoire 3 fois en 1 heure. Puis elle a commencé à oublier les noms. Le diagnostic est tombé un mardi pluvieux. La démence. Ma mère a accueilli la nouvelle avec un soupir d'agacement. Ça va être difficile, a dit Diane. J'ai les élections l'année prochaine. Je ne peux pas passer mon temps à faire des allers-retours chez elle. Nous devrions la placer dans un établissement. La maison de retraite Les Chênes Ombragés est bien. Ça présente bien sur le papier. Non, ai-je dit. C'était la première fois que je disais vraiment non à ma mère. Nous étions dans le couloir de l'hôpital. Diane m'a regardé, choquée. Pardon? Elle déteste les chênes ombragés, ai-je dit, la voix tremblante. Elle veut être chez elle. Je m'occuperai d'elle. Toi. Diane a ri. C'était un son froid et sec. Tu as 24 ans, tu as ton petit boulot quelconque. Tu ne peux pas t'occuper d'une invalide. Je peux et je le ferai. Et je l'ai fait. J'ai fait mes valises et j'ai emménagé dans le cottage d'Élise. Les 3 années suivantes ont été les plus difficiles et les plus belles de ma vie. S'occuper de quelqu'un atteint de démence n'est pas glamour. C'est un travail difficile. C'est un travail solitaire. Je me levais tous les matins à 5 heures. Je lui préparais son porridge. Je l'aidais à se laver. Je lui brossais les cheveux. Je mettais sa musique préférée, de vieux disques de jazz des années 1950. Certains jours, elle ne savait pas qui j'étais. Elle me regardait avec de la peur dans les yeux et demandait, « Qui êtes-vous? Où est mon mari ?» Je lui tenais la main et disais, « C'est moi, grand-mère. C'est Amélie. Tu es en sécurité. » D'autres jours étaient meilleurs. Le brouillard se levait pendant quelques minutes. Elle me regardait et souriait. « Amélie, » murmurait-elle. « Ma gentille fille. » Ma mère venait rarement. Peut-être une fois par mois, elle s'arrêtait pour 10 minutes. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, vérifiant sa montre. Elle n'a jamais aidé à changer les draps. Elle n'a jamais donné un repas à Élise. Elle restait là, l'air mal à l'aise. Ça sent le vieux médicament ici, se plaignait Diane. Amélie, tu as l'air fatiguée. Tu gâches tes 20 ans. Tu devrais sortir, rencontrer des gens. Des gens importants. Je suis avec la personne la plus importante que je connaisse, répondais-je sans lever les yeux de la nourriture d'Élise. Diane levait les yeux au ciel et partait. Elle retournait à sa campagne, parlant aux électeurs des valeurs familiales pendant que sa propre mère s'éteignait sans elle. Mon père est venu quelquefois, mais il restait assis sur la chaise à fixer le mur. Il ne pouvait pas gérer l'émotion. Il était trop faible pour voir la réalité de la vie et de la mort. Donc, il n'y avait que moi et Élise. Nous étions une équipe. J'ai aussi repris la paperasse de la fondation La Porte Ouverte. J'ai organisé les dossiers. Je me suis assuré que les chèques parvenaient aux étudiants. J'ai appris à gérer les comptes. J'ai réalisé qu'Élise avait plus d'argent que je ne le pensais. Elle avait investi judicieusement pendant des décennies, bâtissant tranquillement une fortune qu'elle n'a jamais dépensée pour elle-même.
La bonté doit survivre à l'ambition, m'a-t-elle dit un soir. C'était vers la fin. Elle était allongée dans son lit, sa respiration faible. Le clair de lune entrait par la fenêtre. Je te le promets, grand-mère, ai-je dit. Je continuerai la fondation. Pas seulement la fondation, a-t-elle murmuré. Sa voix était faible comme des feuilles sèches. Toi. Tu es la gardienne, Amélie. Ne les laisse pas te changer. Elle est morte 3 jours plus tard. C'était paisible. Je lui tenais la main. La maison était silencieuse. Je n'ai pas pleuré tout de suite. J'ai juste ressenti un silence lourd et profond. La seule personne qui m'avait jamais vraiment aimé était partie. J'ai appelé ma mère. Elle est partie, ai-je dit. Oh, a dit Diane. Il y a eu une pause. D'accord, j'appellerai le directeur des pompes funèbres. Je dois m'assurer que la notice nécrologique mentionne correctement mon siège de conseillère, et nous devons prévoir le service pour vendredi. C'est là que la presse est la plus active. J'ai raccroché. Même dans la mort, Élise n'était qu'une opportunité de relations publiques pour Diane. 2 jours plus tard, l'avocat d'Élise, maître Bernard, m'a appelé. C'était un vieil homme aux yeux bienveillants qui connaissait Élise depuis 40 ans. Amélie, a-t-il dit, je dois vous demander de venir au cabinet. Nous devons lire le testament. Pouvons-nous attendre après les funérailles, ai-je demandé. Votre mère insiste pour le lire maintenant, a-t-il dit. Elle veut régler la succession immédiatement. Bien sûr. Je me suis rendu au cabinet de l'avocat. Ma mère et mon père étaient déjà là. Diane portait un tailleur noir élégant. Elle avait l'air impatiente. Enfin, a-t-elle dit quand je suis entré. Finissons-en. J'ai une réunion à 14 heures. Maître Bernard s'est assis et a ouvert un dossier en cuir. Il a mis ses lunettes. Élise a été très claire sur ses volontés, a-t-il commencé. Diane s'est penchée en avant. Oui, la maison, les économies. Je suppose que tout me revient en tant que fille unique, et je déciderai quoi donner à Amélie pour ça. Peine. Maître Bernard a levé les yeux par-dessus ses lunettes. Il a regardé Diane, puis il m'a regardé. En fait, non, a-t-il dit. Diane s'est figée. Pardon? Le testament a été mis à jour il y a 3 ans, a dit calmement maître Bernard. Élise Chevalier a légué l'intégralité de sa succession, y compris la maison, les économies et le contrôle total de la fondation La Porte Ouverte à sa petite-fille, Amélie Durand. La pièce est devenue silencieuse. J'ai cligné des yeux. J'ai senti l'air quitter mes poumons. Tout. Diane s'est levée. Son visage est devenu pâle, puis rouge. C'est impossible. Elle était malade. Elle n'avait pas toute sa tête. Elle était parfaitement saine d'esprit lorsqu'elle a signé ceci, a dit maître Bernard. Elle a aussi laissé une lettre. Il a fait glisser une petite enveloppe sur le bureau vers moi. Mon nom y était inscrit de l'écriture tremblante d'Élise. Je l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier. Ma très chère Amélie, ils voudront l'argent pour le pouvoir. Ils voudront la maison comme un actif. Mais ces choses sont des outils pour la bonté, et tu es la seule à savoir comment les utiliser. Je te laisse tout, non pas pour t'accabler, mais pour te libérer. Tu n'es pas une ombre. Tu es la lumière. La bonté doit survivre à l'ambition. Avec tout mon amour, grand-mère. J'ai levé les yeux. Ma mère me fixait avec un regard que je n'avais jamais vu auparavant. Ce n'était pas seulement de la colère. C'était de la haine. De la haine pure et froide. Tu l'as manipulée, a sifflé Diane. Sa voix était basse et venimeuse. Tu as passé 3 ans à lui murmurer à l'oreille, à la monter contre moi pendant que je travaillais pour servir cette ville. Je prenais soin d'elle, ai-je dit doucement. Je l'aimais. Tu as volé mon héritage, a-t-elle crié. Elle a frappé la table de sa main. Tu penses que tu peux prendre des millions d'euros comme ça? Tu n'es rien. Tu es une enfant. Je suis l'héritière, ai-je dit. Ma voix tremblait, mais je n'ai pas détourné le regard. Diane a redressé sa veste. Elle a pris une profonde inspiration et a retrouvé son sang-froid. Le masque est revenu en place, mais ses yeux sont restés mortels. On verra ça, a-t-elle dit. Ce n'est pas fini, Amélie. Tu ne sais pas contre qui tu te bats.
Elle est sortie du bureau en trombe. Mon père l'a suivie, sans me jeter un seul regard. Je suis restée assise là, la lettre à la main. J'ai ressenti une étrange sensation dans ma poitrine. C'était de la peur, oui, mais sous la peur, il y avait autre chose. Élise m'avait donné une épée. Maintenant, je devais apprendre à m'en servir. Le jour des funérailles d'Élise était gris et pluvieux. C'était le genre de temps qui semblait honnête, contrairement à la scène qui se déroulait à l'intérieur de l'église. L'église était bondée. Il y avait des gens partout, mais je savais que la moitié d'entre eux n'avaient jamais rencontré ma grand-mère. Ils étaient là pour la conseillère municipale Diane Durand. Ils étaient là pour être vus. J'étais assise au premier rang, fixant le bois poli du cercueil. Ma poitrine était vide. Je voulais crier. Je voulais dire à tout le monde de partir pour que je puisse dire au revoir à ma grand-mère en paix, mais je ne pouvais pas. C'était le spectacle de Diane. Ma mère est arrivée dans une limousine noire et élégante. Elle portait une robe noire de créateur et un chapeau à large bord. Elle ressemblait à une star de cinéma jouant le rôle d'une fille en deuil. En montant les marches de l'église, elle a fait une pause. Elle a attendu juste assez longtemps pour que le photographe du journal local prenne la photo. Puis, elle a essuyé une larme inexistante de son œil et est entrée. Pendant le service, je suis restée assise en silence. Mon père était assis entre nous, fixant ses chaussures. Puis Diane est allée au pupitre pour prononcer l'éloge funèbre. Elle se tenait droite. Elle a ajusté le microphone. Sa voix était chargée d'émotion. Une émotion que je savais fausse. Ma mère était une sainte, a dit Diane en regardant la foule. Elle m'a tout appris sur le service, sur la communauté. Elle était le pilier de notre famille. Et même si son esprit s'est estompé à la fin, notre lien ne s'est jamais rompu. J'ai serré le bord du banc si fort que mes jointures sont devenues blanches. Le lien ne s'est jamais rompu. Tu ne lui as pas rendu visite pendant des mois. Tu te plaignais de l'odeur de sa maison. Tu voulais la mettre dans une maison de retraite pour qu'elle ne soit pas un inconvénient pour ta campagne. Nous sommes dévastés, a poursuivi Diane. Mais nous honorerons sa mémoire en restant unis en tant que famille. Les gens dans la foule ont hoché la tête. Certains ont essuyé des larmes. Ils y ont cru. Ils ont cru au mensonge. Après le service, nous étions dans la file de réception. Des étrangers m'ont serré la main. Votre mère est si forte, m'a dit une femme. Vous avez de la chance de la voir, a dit un homme. J'ai juste hoché la tête. Je ne pouvais pas parler. J'avais l'impression d'étouffer. Quand ce fut enfin terminé, je suis rentré seul au cottage d'Élise. C'était ma maison maintenant, mais elle ne semblait plus sûre. Une semaine plus tard, l'attaque a commencé. J'étais assise dans la cuisine, buvant du thé dans l'une des tasses préférées d'Élise. Le facteur a déposé une pile de lettres par la fente. La plupart étaient des cartes de condoléances, mais au bas de la pile se trouvait une enveloppe épaisse et lourde. Elle portait le logo d'un cabinet d'avocats haut de gamme de la ville, le cabinet Sterling et Associés. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. C'était un avis juridique, une contestation de testament. Les mots étaient froids et juridiques, mais le sens était clair. Ma mère me poursuivait en justice. Elle prétendait qu'Élise n'était pas saine d'esprit lorsqu'elle avait signé le Nouveau Testament. Elle prétendait que j'avais usé d'un abus de faiblesse pour forcer Élise à me donner l'argent. Abus de faiblesse. J'ai laissé tomber le papier. J'avais la nausée. J'avais passé 3 ans à lui essuyer le menton, à lui chanter des berceuses et à lui tenir la main à travers les terreurs de la démence. Et ma mère appelait ça de la manipulation. 1 heure plus tard, une voiture s'est garée dans l'allée. C'était Diane. Elle n'a pas frappé. Elle a utilisé son ancienne clé pour ouvrir la porte. Elle est entrée dans la cuisine comme si elle était chez elle. Elle portait son pins de campagne à son revers. « Tu as reçu la lettre » a-t-elle dit. Ce n'était pas une question. Je me suis levé. « Comment peux-tu faire ça ?»« Je fais ce qui est juste pour cette famille » a-t-elle dit calmement. Elle a posé son sac à main sur la table. « Tu es une enfant, Amélie. Tu ne sais pas comment gérer une succession de cette taille. Cet argent doit être géré correctement. Il doit soutenir l'héritage familial. » L'héritage familial, ai-je demandé. Tu veux dire ta campagne? Ses yeux se sont rétrécis. Ne sois pas insolente. Je suis ta mère.
Je sais ce qui est le mieux. Cet argent, il est conséquent. Il peut garantir mon siège au conseil pour les 10 prochaines années. Il peut ouvrir des portes. Élise aurait voulu ça. Élise voulait la bonté, ai-je dit. Elle voulait aider les étudiants. Elle se fichait de ton siège au conseil. Diane a ri. C'était un son dur. Élise était vieille et confuse. Tu as profité d'elle. Tu l'as isolée de moi pour pouvoir voler sa fortune. Je ne l'ai pas isolée, ai-je crié. Ma voix s'est brisée. C'est toi qui as arrêté de venir. Tu l'as abandonnée. Ce n'est pas comme ça que le tribunal le verra, a dit doucement Diane. Et ce n'est certainement pas comme ça que le public le verra. Elle s'est approchée de moi. Son parfum était écrasant. Voici l'accord, Amélie. Tu me cèdes la succession. Je te donnerai une petite allocation, assez pour louer un bel appartement, peut-être retourner à l'école. Tu peux vivre tranquillement. Mais si tu te bats contre moi, je te détruirai. Je l'ai regardé. J'ai regardé la femme qui m'avait mise au monde. J'ai réalisé alors qu'elle ne m'aimait pas. Elle ne m'appréciait même pas. Pour elle, j'étais juste un obstacle. J'étais un problème qu'elle devait résoudre. Quelque chose en moi s'est brisé. La peur n'a pas disparu, mais elle s'est transformée en quelque chose de froid et de dur, comme de l'acier. Sors, ai-je dit. Diane a haussé un sourcil. Pardon? Sors de ma maison, ai-je dit clairement. C'est ma maison. Élise me l'a laissée. Si tu ne pars pas, j'appellerai la police. Diane m'a fixé un long moment. Elle a eu l'air choquée, puis furieuse. Elle a attrapé son sac à main. Tu fais une erreur, a-t-elle craché. Une très grosse erreur. Tu penses que tu peux gagner? J'ai cette ville dans ma poche. Quand j'en aurai fini avec toi, tu ne pourras plus te montrer à Bellefontaine. Elle s'est retournée et est partie. La porte a claqué derrière elle. J'ai verrouillé la porte. Je me suis laissé glisser au sol et j'ai serré mes genoux. Je tremblais, mais je savais une chose avec certitude. La mère que j'avais toujours voulu, celle que j'espérais voir apparaître, n'existait pas. Le masque était tombé et j'avais vu le monstre en dessous. Diane a tenu sa promesse. Elle n'a pas attendu la date du procès pour commencer la guerre. Elle l'a commencé dans les journaux. 2 jours après qu'elle a quitté ma maison, je suis sorti chercher le journal du matin. Mon visage était en première page. Le titre disait « Le prix de la loyauté, la fille d'une conseillère accusée d'exploiter sa grand-mère âgée ». J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. J'ai lu l'article debout sur le porche. Il était plein de mensonges. Il citait des amis de la famille anonyme qui disaient que j'étais instable. Il disait que je n'avais pas de travail et que j'avais profité de ma grand-mère pendant des années. Il dépeignait une fille paresseuse et cupide qui avait trompé une vieille femme malade. Il ne mentionnait pas les changements de couche. Il ne mentionnait pas les nuits blanches. Il ne mentionnait pas le travail bénévole que j'avais fait pour la fondation. À midi, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Des journalistes, des inconnus, des gens laissant des messages haineux. Vous devriez avoir honte, disait un message vocal. Comment avez-vous pu faire ça à votre propre mère, demandait un autre. J'ai arrêté de répondre au téléphone. Je suis allé à l'épicerie quelques jours plus tard pour acheter du lait. J'ai gardé la tête baissée, mais je sentais les regards sur moi. À la caisse, la caissière, une femme que je connaissais depuis des années, n'a pas voulu me regarder dans les yeux. Elle a scanné mes articles rapidement. Ce sera 12 €, a-t-elle dit froidement. En sortant, j'ai entendu 2 femmes chuchoter derrière moi. C'est elle, a chuchoté l'une. Celle qui a volé l'argent. Dégoûtant, a dit l'autre. Et sa pauvre mère fait tellement pour cette ville. Je me suis précipité vers ma voiture. Mes mains tremblaient tellement que j'avais du mal à mettre la clé dans le contact. Je me suis assise sur le siège du conducteur et j'ai pleuré. C'était ça, le pouvoir de Diane. Elle ne se battait pas seulement sur le plan juridique. Elle se battait sur le plan social. Elle retournait tes voisins contre toi. Elle faisait de toi une paria dans ta propre vie. J'ai réalisé que je ne pouvais pas me battre seul. Je me noyais. J'avais besoin d'aide. J'ai commencé à chercher des avocats. La plupart des avocats de Bellefontaine étaient liés à ma mère ou avaient peur d'elle. Je ne pouvais pas faire appel à eux.
Je devais chercher en dehors de la ville. J'ai trouvé un nom, Nathalie Dubois. Elle exerçait dans la grande ville à 1 heure de route. Ses critiques disaient qu'elle était dure, discrète et intelligente. Elle disait qu'elle était spécialisée dans les cas impossibles. Je me suis rendu à son cabinet le lendemain matin. Ce n'était pas un cabinet luxueux avec des sols en marbre. C'était dans un immeuble en briques. La salle d'attente était simple. Maître Nathalie Dubois est venue me chercher. C'était une grande femme aux yeux perçants et aux cheveux courts et sombres. Elle ne souriait pas, mais elle n'avait pas l'air méchante. Elle avait l'air concentrée. « Mademoiselle Durand » a-t-elle dit. « Entrez. » Nous nous sommes assises dans son bureau. Je lui ai tout raconté. Je lui ai parlé de mon enfance dans l'ombre de Diane. Je lui ai parlé d'Élise. Je lui ai parlé du testament, de la lettre et de l'article de journal. J'ai essayé de rester calme, mais ma voix s'est brisée quand j'ai parlé des mensonges dans le journal. Il pense que je suis un monstre, ai-je dit en essuyant mes yeux. Tout le monde me déteste. Nathalie a écouté. Elle n'a pas interrompu. Elle a pris des notes sur un bloc-notes jaune. Quand j'ai eu fini, elle a posé son stylo. Elle m'a regardé longuement. « Avez-vous des preuves » a-t-elle demandé. « Des preuves de quoi » ? Des preuves que vous preniez soin d'elle. Des preuves que vous gériez la fondation. J'ai les registres médicaux, ai-je dit. J'ai noté chaque fois que je lui donnais ses médicaments. J'ai les registres de la fondation. J'ai des photos de nous. Nathalie a hoché la tête. Bien. C'est notre arme. Elle s'est penchée en avant. Écoutez-moi, Amélie. Votre mère mène une guerre de communication. Elle utilise le bruit. Elle utilise l'émotion. Elle veut que vous réagissiez. Elle veut que vous vous mettiez en colère et que vous criez sur les journalistes pour qu'elle puisse dire, vous voyez, elle est instable. J'ai envie de crier, ai-je admis. Ne le faites pas, a dit Nathalie. Sa voix était ferme. On ne combat pas le feu par le feu. Ça ne fait que brûler la maison. Nous construisons avec de la pierre. Les faits. Nathalie a dit, les preuves, les documents. La vérité n'a pas besoin de crier. Elle a juste besoin d'être vue. Nous allons tout documenter. Nous allons construire un mur de preuves si auquel ne pourra pas l'escalader. Elle s'est levée et s'est dirigée vers un tableau blanc. Elle a écrit Diane Durand au centre. Nous devons découvrir comment elle fonctionne, a dit Nathalie. Les gens comme votre mère ne travaillent pas seuls. Elle a de l'aide. Qui est la juge? Aurore Lambert, ai-je dit. Nathalie a arrêté d'écrire. Elle s'est retournée lentement. Aurore Lambert est la juge assignée à l'affaire. Oui, elles sont amies. Elles jouent au tennis ensemble. Les yeux de Nathalie se sont aiguisés. Une expression a traversé son visage. C'était presque un sourire, mais plus froid. C'était le regard d'un chasseur qui vient de voir sa proie. Ça, a dit Nathalie, c'est intéressant. C'est mauvais, ai-je demandé. Ça semble mauvais. C'est dangereux, a dit Nathalie. Mais si nous jouons bien nos cartes, ça pourrait tout changer. Si elles sont trop proches, si elles ont franchi la ligne entre l'amitié et la collusion, alors nous ne gagnons pas seulement l'affaire. Nous les faisons tomber toutes les deux. Elle s'est rassise et m'a regardé. Rentrez chez vous, Amélie. Rassemblez tous les papiers que vous avez. Relevé bancaire, email, carte de Noël, tout. Transformez votre appartement en salle de crise. Nous n'allons rien dire aux journaux. Nous allons rester silencieux et pendant qu'ils parlent, nous allons creuser. J'ai quitté son bureau en ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des semaines. L'espoir. Ce n'était pas un espoir joyeux. C'était un espoir lourd et sérieux. Je suis retourné à Bellefontaine. Les gros titres me traitaient toujours de voleuse. La ville me regardait toujours avec suspicion. Mais je n'étais plus seulement une victime. J'avais un plan. Je suis entré dans le cottage d'Élise. J'ai verrouillé la porte. Je suis allé au placard et j'ai sorti les boîtes de vieux dossiers. Je les ai vidées sur le sol du salon. Des milliers de papiers. D'accord, grand-mère, ai-je murmuré à la pièce vide. Mettons-nous au travail. J'ai pris le premier morceau de papier. C'était un registre de dons datant de 5 ans. J'ai commencé à lire.
Je ne le savais pas encore, mais je tenais le premier fil d'un pull qui allait défaire toute la vie de ma mère. Mon appartement dans le cottage d'Élise est devenu un monde différent. Avant, c'était un lieu de musique douce et de pain qui cuit. Maintenant, c'était un lieu de silence et de papier. Maître Nathalie Dubois, mon avocate, venait 3 soirs par semaine. Nous ne buvions plus de thé. Nous buvions du café noir fort. La table de la cuisine était ensevelie sous des piles de papier. Nous cherchons des schémas récurrents, m'a dit Nathalie. Elle était assise sous la lumière jaune de la lampe de cuisine, ses lunettes glissant sur son nez. Diane est intelligente. Elle n'écrirait pas un chèque avec la mention au pot de vin pour juge. Elle le cacherait. Le cacher où, ai-je demandé. Je me suis frotté les yeux. Il était 2 heures du matin. J'ai examiné les registres de la fondation. Tout semble en règle. Pas la fondation, a dit Nathalie. La campagne et les comptes personnels. Je n'ai pas accès à ces comptes personnels, ai-je dit. Non, a dit Nathalie. Mais nous avons les archives publiques. Les registres de financement de campagne sont publics et nous avons les listes d'invités des galas de charité qu'Élise organisait. Diane utilisait ces galas pour son propre réseau. Nous avons commencé à faire des recoupements. C'était un travail ennuyeux et lent. C'était comme chercher une aiguille dans une botte de foin, sans même savoir si l'aiguille existait. Pendant 3 semaines, nous n'avons rien trouvé. Juste des chiffres, juste des dates. J'ai commencé à perdre espoir. Peut-être qu'elle est juste populaire, ai-je dit un mardi pluvieux. Peut-être que la juge Lambert l'aime bien, tout simplement. Les juges ne président pas les affaires impliquant leurs meilleurs amis, a dit Nathalie sans lever les yeux. C'est un conflit d'intérêts. Si elle ne s'est pas récusée, il y a une raison. Elle a besoin que Diane gagne. Puis, un jeudi soir, nous l'avons trouvée. Je regardais une liste d'invités pour une collecte de fonds pour l'éducation que ma mère avait organisée il y a 4 ans. C'était un dîner chic au Country Club. Les billets coûtaient 500 € chacun. J'ai vu le nom d'Aurore Lambert. Elle était là, ai-je dit en montrant le nom. Ce n'est pas illégal, a dit Nathalie. Les juges vont à des dîners. Attends, ai-je dit. J'ai sorti une autre feuille de papier d'une autre pile. C'était un registre des honoraires de consultation payés par le fonds de campagne de ma mère. J'ai retracé les dates. Le dîner était le 12 mai. Le 14 mai, la campagne de ma mère a versé 5 000 € à une société appelée Groupe Conseil Lambert pour des conseils juridiques. Nathalie, ai-je dit, ma voix tremblait. Regarde ça. Nathalie a regardé. Elle a froncé les sourcils. Elle a sorti son ordinateur portable et a commencé à taper furieusement. Groupe Conseil Lambert, a-t-elle marmonné. Agent agréé. Voyons voir. Elle a cliqué plusieurs fois, puis elle s'est arrêtée. Elle a tourné l'écran vers moi. L'agent agréé du groupe Conseil Lambert n'était pas la juge Aurore Lambert. C'était Thomas Lambert, son mari. Elle a payé le mari de la juge, ai-je murmuré. 5 000 €, a dit Nathalie. Pour des conseils juridiques. Mais Diane a ses propres avocats sous contrat. Pourquoi paierait-elle le mari de la juge pour des conseils? Continue de creuser, a ordonné Nathalie. Ses yeux brillaient. Remonte plus loin. Nous avons travaillé jusqu'au lever du soleil. Nous l'avons trouvé encore et encore et encore. Chaque fois que ma mère avait un problème juridique, un litige de zonage, un problème de contrat, il y avait un paiement au groupe Conseil Lambert. Chaque fois que ma mère avait besoin d'un permis approuvé rapidement, il y avait un don de la famille Lambert à la campagne de ma mère, suivi d'un remboursement pour services non rendus qui retournait à Thomas Lambert. C'était un cercle. L'argent sortait, l'argent rentrait. C'est un salaire, a dit Nathalie. Elle s'est adossée à sa chaise, l'air stupéfaite. Ce n'est pas seulement de l'amitié, Amélie. C'est un revenu. Votre mère subventionne le style de vie de la juge depuis une décennie. Pourquoi, ai-je demandé. Parce que Diane a besoin de protection, a dit Nathalie. C'est une conseillère municipale. Elle passe des marchés. Elle contourne les règles. Elle a besoin d'une juge qui ferme les yeux. J'avais la nausée. J'ai pensé aux fois où j'avais vu la juge Lambert chez nous pour les fêtes de Noël. Elle me pinçait la joue et me donnait des mendiants au chocolat. Elle se comportait comme une tante adorable. Pendant tout ce temps, elle était sur la liste de paix.
C'est pour ça qu'elle a pris l'affaire. J'ai réalisé que Diane savait que si quelqu'un d'autre examinait le testament d'Élise, il verrait qu'il était valide. Elle avait besoin d'Aurore pour le faire annuler. Exactement, a dit Nathalie. Diane ne voulait pas seulement l'argent. Elle avait besoin de l'argent pour faire tourner cette machine. Et elle avait besoin qu'Aurore le lui donne. Nathalie s'est levée. Elle s'est dirigée vers la fenêtre et a regardé la lumière grise du matin. Nous les tenons, a-t-elle dit doucement. Mais nous devons être prudents. Si nous révélons cela trop tôt, elles détruiront les preuves. Nous devons attendre le procès. Le procès, ai-je demandé. Mon estomac s'est noué. Je dois attendre d'être à la barre? Oui, a dit Nathalie. Elle s'est tournée vers moi. Nous les laissons mentir. Nous laissons Diane monter là-haut et dire au monde quelle terrible fille vous êtes. Nous laissons la juge Lambert jouer les vertueuses. Et puis, quand elles penseront avoir gagné, nous lâcherons la bombe. C'était un plan terrifiant. Cela signifiait que je devais endurer des semaines de plus d'abus. Je devais laisser les journaux continuer à m'insulter. Je devais laisser ma mère penser qu'elle était en train de gagner. Pouvez-vous le faire? A demandé Nathalie. Pouvez-vous rester silencieuse? J'ai regardé la photo d'Élise sur la cheminée. Je me suis souvenu de sa main dans la mienne. Je me suis souvenu de sa voix disant « La bonté doit survivre à l'ambition ». Mais parfois, pour protéger la bonté, il faut être fort. Je peux le faire, ai-je dit. Les semaines précédant le procès furent un brouillard de stress et de silence. Mon appartement ressemblait au bureau d'un détective dans un film. Nous avons collé les documents sur le mur du salon. Nous avons utilisé de la ficelle rouge pour relier les paiements aux dates. Paiement 5 000 €. Date, 14 mai. Événement, permis de zonage approuvé. Paiement 2 500 €. Date, 2 août. Événement, accusation de conduite en état d'ivresse abandonnée pour le directeur de campagne de Diane. Le mur racontait une histoire de corruption qui plongeait ses racines profondément dans Bellefontaine. Il ne s'agissait plus seulement de moi. Il s'agissait d'une ville dirigée par deux femmes qui se croyaient au-dessus des lois. Dehors, la campagne de Diane contre moi devenait plus bruyante. Mais quelque chose changeait. Diane en faisait trop. Elle a tenu une conférence de presse sur les marches de l'hôtel de ville. Je l'ai regardée aux informations. Elle portait un tailleur bleu, l'air patriotique et triste. Cela brise le cœur d'une mère, a-t-elle dit aux journalistes. De voir son enfant si perdu. Je ne veux que protéger l'héritage de ma mère pour qu'il ne soit pas dilapidé. Mais ensuite, un journaliste a posé une question. Madame la conseillère, a dit le journaliste, des rumeurs circulent selon lesquelles les fonds de votre campagne sont bas. Ce procès concerne-t-il l'argent de l'héritage? Le sourire de Diane a vacillé. Juste une seconde, son œil a tressailli. C'est absurde, a-t-elle lâché. Sa voix était trop sèche. Question suivante. Je l'ai vu. Nathalie l'a vu. Elle craque, a dit Nathalie en montrant l'écran de télévision. Elle est sous pression. Elle s'attendait à ce que vous cédiez, Amélie. Elle s'attendait à ce que vous acceptiez le règlement et que vous vous enfuyiez. Le fait que vous soyez toujours là, ça lui fait peur. Diane a commencé à faire des erreurs. Elle a été vue en train de se disputer avec un serveur dans un restaurant local parce que sa table n'était pas prête. Quelqu'un l'a filmée avec son téléphone et l'a mise en ligne. Dans la vidéo, Diane, la femme du peuple, criait « Savez-vous qui je suis ?» Les commentaires en ligne étaient brutaux. Elle a l'air sympa, a écrit quelqu'un sarcastiquement. C'est ça, la fille en deuil, a demandé un autre. Ses sponsors ont commencé à s'inquiéter. J'ai appris par un ami que le concessionnaire automobile local avait retiré son financement pour ses affiches de réélection. Mais les attaques contre moi n'ont pas cessé. J'ai reçu une lettre de mon père. C'était la première fois qu'il me contactait depuis des mois. J'ai ouvert l'enveloppe avec des mains tremblantes. J'espérais bêtement qu'il allait s'excuser. J'espérais qu'il allait dire que je lui manquais. La lettre était courte. Amélie, s'il te plaît, arrête ça. Tu mets ta mère dans l'embarras. Tu ruines tout ce que nous avons construit. Si tu as le moindre amour pour cette famille, tu abandonneras le procès et tu rentreras à la maison. Nous pouvons te pardonner si tu arrêtes maintenant. Papa. J'ai pleuré pendant 1 heure. Il n'a pas dit « je t'aime ».
Il n'a pas demandé comment j'allais. Il voulait juste que j'arrête de la mettre dans l'embarras. Il était toujours son soldat. Il protégeait toujours la reine, même si cela signifiait sacrifier sa fille. J'ai pris la lettre et je l'ai collée au mur, juste à côté des preuves des pots de vin. Ça aussi, ça va dans le dossier, ai-je dit à Nathalie. Vous en êtes sûr, a-t-elle demandé gentiment. C'est personnel. Ça montre la pression, ai-je dit en m'essuyant le visage. Ça montre comment il manipule. C'est une preuve. Mon cœur s'endurcissait couche par couche. La tristesse se transformait en concentration. Nous avons organisé les pièces à conviction. Pièce A, le testament. Pièce B, les registres médicaux montrant que j'étais la principale soignante. Pièce C, les registres financiers de la fondation. Pièce D, les dossiers de connexion Lambert. Nathalie et moi avons répété mon témoignage. Elle essaiera de vous provoquer, a prévenu Nathalie. Son avocat est un homme nommé Marc Roche. Il est agressif. Il vous traitera de paresseuse. Il dira que vous êtes mentalement instable. Il vous demandera pourquoi vous n'avez pas une vraie carrière. Je suis prête, ai-je dit. Ne vous mettez pas en colère, m'a rappelé Nathalie. Si vous vous mettez en colère, vous aurez l'air de la fille hystérique qu'ils veulent que vous soyez. Soyez le roc. Soyez la personne la plus calme de la pièce. La veille du procès, je suis allé sur la tombe d'Élise. C'était une soirée tranquille. Le soleil se couchait, projetant de longues ombres sur l'herbe. J'ai déposé des lys blancs frais sur la pierre. Élise Chevalier. Mère et grand-mère bien-aimée. La bonté est une force. J'ai peur, grand-mère, ai-je murmuré. Je vais affronter maman. Je vais affronter la juge. Elles sont puissantes. Un vent a soufflé dans les arbres, faisant bruisser les feuilles. On aurait dit un soupir. J'ai fermé les yeux. Je me suis souvenu de l'odeur de cèdre et de pin. Je me suis souvenu de ses mains rugueuses. Tu n'es pas une ombre, avait-elle dit. Tu es la lumière. Je me suis levé. J'ai brossé la terre de mes genoux. Je ne te décevrai pas, ai-je dit. Je suis rentré chez moi. J'ai préparé mes vêtements pour le lendemain. Une simple robe bleu marine, le médaillon d'argent d'Élise. Je me suis regardé dans le miroir. J'avais l'air différente d'il y a 3 mois. Mon visage était un peu plus mince. Mes yeux étaient moins naïfs. Je ne ressemblais plus à une jeune fille. Je ressemblais à une femme qui avait survécu à une tempête. Je me suis endormi et pour la première fois depuis des mois, je n'ai pas fait de cauchemar. J'étais prête. Le matin du procès, les marches du palais de justice étaient bondées. Des journalistes, des caméras, des habitants curieux. On se serait cru au cirque. Diane est arrivée la première. Elle a monté les marches avec mon père et son avocat, maître Marc Roche. Elle était impeccable. Elle a salué les caméras, l'air solennel et digne. Quand je suis arrivé avec Nathalie, les caméras se sont tournées vers nous. Amélie, avez-vous un commentaire? Avez-vous vraiment forcé votre grand-mère à changer son testament? J'ai gardé la tête haute. J'ai regardé droit devant moi. Je n'ai pas dit un mot. Nathalie m'a guidé à travers la foule comme un bouclier. À l'intérieur, la salle d'audience était bondée. L'air était étouffant et sentait la cire et le vieux bois. Nous nous sommes assises à la table du demandeur. Ma mère était assise du côté de la défense. Elle ne voulait pas me regarder. Elle fixait le siège du juge avec un air d'attente. La cour, a crié l'huissier. La juge Aurore Lambert est entrée. Elle portait sa robe noire. Elle avait l'air autoritaire. Elle s'est assise, a arrangé ses papiers et a regardé la salle. Ses yeux se sont attardés sur Diane une fraction de seconde. Un petit signe de tête de reconnaissance avant de me regarder. Son regard est devenu froid. Nous sommes ici pour entendre l'affaire de la succession d'Élise Chevalier, a dit la juge Lambert. Sa voix était lasse. Procédons. L'avocat de Diane, maître Roche, a fait sa déclaration liminaire. Il était théâtral. Il arpentait la salle en agitant les mains. C'est une tragédie, a-t-il dit. La tragédie d'une grand-mère exploitée dans ses dernières années confuses par une petite fille qui a vu une occasion de s'enrichir. Amélie Durand n'a pas de carrière. Elle n'a pas d'ambition. Elle a vu la fortune familiale et elle l'a prise.
L'audience a murmuré. J'ai senti mon visage s'échauffer, mais j'ai gardé les mains jointes. Être le roc. Puis ce fut le tour de Nathalie. Elle s'est levée. Elle n'a pas arpenté la salle. Elle est restée immobile. C'est une affaire d'amour, a dit simplement Nathalie. Amélie Durand a sacrifié 3 ans de sa vie pour s'occuper d'une femme mourante. Sa mère, Diane Durand, n'a rien sacrifié. Élise Chevalier a vu qu'il aimait, et elle a laissé son héritage à cette personne. C'est aussi simple que ça. Le procès a commencé. Diane a témoigné la première. C'était un témoin professionnel. Elle savait exactement où regarder. Elle savait comment faire trembler sa voix. J'aimais ma mère, a dit Diane en s'essuyant les yeux avec un mouchoir. Mais elle perdait pied. Elle m'appelait et disait des choses qui n'avaient aucun sens. J'ai essayé de l'aider, mais Amélie m'en a empêché. Amélie ne me laissait pas la voir. Objection, a dit calmement Nathalie. Oui dire. Accepté, a dit la juge Lambert, mais elle avait l'air agacée par Nathalie. Amélie me disait que ma mère dormait ou qu'elle était trop malade pour recevoir des visites, a poursuivi Diane. Je vois maintenant qu'elle l'isolait, lui lavait le cerveau. C'était difficile à écouter. C'était une réécriture de l'histoire. Elle prenait mon sacrifice et le transformait en crime. Et le testament, a demandé Maître Roche. Ma mère m'a dit 1000 fois que la fondation devait être ma responsabilité, a dit Diane. Elle savait que j'avais l'expérience pour la diriger. Elle ne l'aurait jamais donnée à une fille sans expérience. Quand ce fut le moment du contre-interrogatoire, Nathalie s'est levée. Madame Durand, a demandé Nathalie. Vous avez dit que vous rendiez souvent visite à votre mère. Aussi souvent que je le pouvais. Je suis une serviteur du public. C'est-à-dire, à quelle fréquence? Une fois par semaine? Une fois par mois. Je ne tiens pas un registre des visites familiales, a sèchement répondu Diane. Amélie, si, a dit Nathalie. Elle a brandi le registre médical. Selon ces registres, au cours de la dernière année de la vie d'Élise, vous lui avez rendu visite 4 fois au total. Chaque visite a duré moins de 15 minutes. Le visage de Diane s'est crispé. Ce registre est une fabrication écrite par elle. Il est co-signé par l'infirmière des soins palliatifs, a dit Nathalie. Êtes-vous en train de dire que l'infirmière ment aussi? J'étais occupé à servir la ville, a crié Diane. Je travaillais. Merci, a dit Nathalie. Pas d'autres questions. Puis ce fut mon tour. Je me suis dirigé vers la barre. J'ai juré de dire la vérité. Je me suis assise. Maître Roche m'a attaqué immédiatement. Mademoiselle Durand, n'est-il pas vrai que vous n'avez pas d'emploi? Je gère la fondation La Porte Ouverte, ai-je dit. C'est un poste non rémunéré. Je veux dire, un vrai travail. Payez-vous un loyer à votre grand-mère? Non, j'étais sa soignante. Donc, vous avez vécu là-bas gratuitement, mangé sa nourriture, puis l'avez convaincu de tout vous donner. Ça semble être une bonne affaire. Je l'aimais, ai-je dit. Je changeais ses couches. Je la nourrissais à la cuillère. J'étais là quand elle a oublié son propre nom. Où étiez-vous? J'ai regardé ma mère. Elle a détourné le regard. Je n'ai pas d'autres questions pour ce témoin, a dit Maître Roche avec dégoût. Nathalie s'est levée. Elle s'est dirigée vers le pupitre. Elle n'avait aucun papier à la main. Elle avait juste le dossier. Le dossier que nous avions construit. Amélie, a dit Nathalie. Votre grand-mère avait-elle confiance en l'intégrité de la fondation? Oui, c'était la chose la plus importante pour elle. Et pourquoi ne l'a-t-elle pas laissée à votre mère? Parce qu'elle pensait que ma mère se souciait plus du pouvoir que des gens, ai-je dit honnêtement. Objection, a crié Maître Roche. Spéculation. Je l'autorise, a dit la juge Lambert, étonnamment. Peut-être voulait-elle me voir me débattre. Nathalie est retournée à notre table et a pris le dossier épais étiqueté pièce D. Madame la juge, a dit Nathalie. Sa voix a changé. Elle est devenue plus forte, plus dure. Nous avons beaucoup parlé d'intégrité aujourd'hui, de valeurs familiales. Mais il y a une ombre qui plane sur cette salle d'audience. La juge Lambert a froncé les sourcils. Maître Dubois, allez droit au but. Le but, madame la juge,
c'est que ma cliente ne peut pas obtenir un procès équitable dans cette salle. La foule a eu un hoquet de surprise. Le visage de la juge Lambert est devenu rouge. Pardon ? Je soumets de nouvelles preuves, a dit Nathalie. Pièce D. Elle a remis une pile de papiers à l'huissier, qui les a remis à la juge. Elle a remis une autre copie à l'avocat de Diane. Ce sont des registres financiers, a annoncé Nathalie à la salle. Ils montrent un historique de 10 ans de paiement des fonds de campagne de Diane Durand au groupe Conseil Lambert, une société détenue par votre mari, Thomas Lambert. Silence. Un silence de mort absolu. Diane est devenue blême. Elle a agrippé la table. La juge Lambert s'est figée. Elle a baissé les yeux sur les papiers dans sa main. Ses mains ont commencé à trembler. Ces paiements, a poursuivi Nathalie, sa voix résonnant comme une cloche, coïncidant exactement avec les décisions judiciaires que vous avez rendues en faveur de Madame Durand au cours de la dernière décennie. Ce n'est pas une amitié, Madame la juge. C'est un salaire. Nathalie s'est tournée vers le public, puis de nouveau vers la juge. À la lumière de cette preuve indéniable de conflit d'intérêts et de corruption financière, nous demandons votre récusation immédiate de cette affaire. Les appareils photo ont flashé. Les journalistes ont commencé à taper furieusement sur leur téléphone. Diane a regardé la juge. La juge a regardé Diane. Pendant un instant, elles n'étaient que deux personnes prises dans un piège de leur propre fabrication. L'arrogance avait disparu. Le pouvoir avait disparu. La juge Lambert a essayé de parler, mais sa voix l'a trahi. Elle s'est éclaircie la gorge. Elle a de nouveau regardé les papiers. Elle savait. Elle savait que nous avions tout. J'étais assise là, serrant le médaillon d'Élise. J'ai vu le sang quitter le visage de ma mère. Le mur de pierre que nous avions construit se tenait droit, et leur château de cartes était sur le point de s'effondrer. Le silence dans la salle d'audience était lourd. On aurait dit l'air avant un orage. La juge Aurore Lambert tenait les papiers que Nathalie lui avait donnés. Ses mains tremblaient. Je pouvais voir les papiers vibrer. Elle a lu la première page. Puis elle a tourné à la suivante. Son visage a pris une couleur que je n'avais jamais vue sur un être humain. Un gris pâle maladif. Elle a levé les yeux. Elle n'a pas regardé le public. Elle n'a pas regardé les caméras. Elle a regardé directement ma mère. Diane était figée. Elle serrait la rampe en bois devant elle si fort que ses jointures étaient blanches. Elle ne regardait pas la juge. Elle fixait la pile de preuves. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu la peur dans ses yeux. Une peur réelle et nue. Ceci, la voix de la juge Lambert s'est brisée. Elle s'est éclaircie la gorge et a réessayé. C'est très irrégulier. Ce n'est pas irrégulier, Madame la juge, a dit Nathalie. Sa voix était calme et forte. C'est une preuve. Vous avez reçu plus de 100 000 € du fonds de campagne de la plaignante au cours des 10 dernières années. Vous ne pouvez pas présider cette affaire. Vous ne pouvez pas être impartial. Je m'y oppose, Maître Roche, l'avocat de Diane, s'est levé, mais sa voix semblait faible. Il a regardé les papiers sur son propre bureau, puis il a regardé Diane avec dégoût. Il savait. Il a réalisé qu'il avait été utilisé aussi. Je demande une suspension de séance. Pas de suspension, a dit sèchement Nathalie. Nous en avons fini ici. Le conflit d'intérêts est absolu. Si ce procès continue, c'est une parodie de justice. Les journalistes se levaient maintenant. Les téléphones enregistraient. Le murmure dans la salle s'est transformé en un rugissement. La juge Lambert a frappé avec son marteau. Bang. Silence. A-t-elle crié. Sa voix était aiguë et paniquée. Silence dans cette cour. La salle s'est calmée, mais l'énergie était dangereuse. La juge a de nouveau regardé les papiers. Elle savait que sa carrière était terminée. Elle savait que chaque seconde qu'elle passait sur ce siège, le trou dans lequel elle se trouvait se creusait. Elle devait mettre fin à cela. Elle devait sortir de la pièce. Elle m'a regardé. Ses yeux étaient grands et terrifiés. À la lumière de certaines allégations, a balbutié la juge Lambert. Et pour préserver l'intégrité de cette cour. Elle a pris une profonde inspiration. Elle a regardé Diane. C'était un regard de trahison. Diane lui avait promis que ce serait facile. Diane lui avait promis que je céderais.
Je rejette la contestation du testament par la plaignante, a dit rapidement la juge. Le testament précédent est maintenu. La succession appartient à mademoiselle Amélie Durand. L'affaire est classée. Elle a frappé le marteau une dernière fois. On aurait dit un coup de feu. La séance est levée, a-t-elle crié. Elle n'est pas sortie. Elle a couru. Elle a rassemblé sa robe et a disparu par la porte arrière de la salle d'audience avant que quiconque puisse poser une question. Pendant une seconde, personne n'a bougé. Puis le chaos a explosé. Les journalistes ont sauté par-dessus les barrières. Les flashs ont éclaté comme des éclairs. Mademoiselle Durand, étiez-vous au courant des paiements? Madame la conseillère, est-ce vrai? Avez-vous soudoyé la juge? Je n'ai pas bougé. Je suis juste restée assise là. J'ai senti une main sur mon épaule. C'était Nathalie. C'est fini, a-t-elle murmuré. Vous avez gagné. J'ai regardé de l'autre côté de l'allée. Diane était assise seule. Son avocat rangeait sa mallette, l'ignorant. Son mari, mon père, fixait le sol, le visage rouge de honte. Diane a levé les yeux et a rencontré les miens. Je m'attendais à ce qu'elle soit en colère. Je m'attendais à ce qu'elle crie, mais elle avait juste l'air petite. La femme géante et puissante qui avait contrôlé toute ma vie avait rétréci. Elle ressemblait à une vieille femme dans un costume chic. Elle a ouvert la bouche pour dire quelque chose, mais aucun mot n'est sorti. Elle a finalement réalisé que ce n'était pas moi qui étais seul. C'était elle. Nathalie m'a guidé à travers la foule. Ne dites rien, m'a-t-elle dit. Laissez les preuves parler. Nous sommes sortis du palais de justice sous le soleil éclatant de l'après-midi. L'air avait un goût sucré. Il avait le goût de la liberté. Je suis monté dans ma voiture. Mes mains tremblaient, mais pas de peur. Je tremblais à cause de l'adrénaline de la survie. Je suis allé directement au cimetière. Je me suis assise sur l'herbe à côté de la tombe d'Élise. Je n'ai rien dit. J'ai juste écouté le vent dans les arbres. Je l'ai fait, grand-mère. J'ai pensé. Je ne les ai pas laissés prendre le dessus. J'ai touché le médaillon autour de mon cou. Il était chaud contre ma peau. La guerre était finie. Les conséquences ne furent pas une vague. Ce fut un tsunami. Le lendemain matin, le gros titre ne parlait pas de moi exploitant ma grand-mère. C'était « Une juge démissionne sur fond de scandale de corruption ». En dessous, la conseillère Durand sous enquête. Les preuves que Nathalie et moi avions rassemblées étaient indéniables. Les nouvelles locales ont diffusé des reportages spéciaux tous les soirs. Ils ont montré les graphiques des transferts d'argent. Ils ont interrogé des experts juridiques qui ont qualifié cela de corruption de manuel. La juge Lambert a démissionné 24 heures après le procès. Elle a invoqué des raisons de santé, mais tout le monde connaissait la vérité. Un comité d'éthique de l'État a ouvert une enquête. Elle perdrait probablement sa licence d'avocat. Et Diane. L'empire de Diane s'est effondré plus vite que du sable. Ses sponsors l'ont lâché en 2 jours. Le maire, qui avait été son allié, a publié une déclaration disant qu'il était choqué et consterné par ses actions. Elle a essayé de se sauver. Elle a publié une vidéo en ligne affirmant qu'elle n'était pas au courant des relations d'affaires de son mari avec la juge. Elle a pleuré. Elle a parlé de la famille, mais plus personne ne croyait à la performance. La section des commentaires était brutale. Les électeurs qui l'avaient autrefois acclamée voyaient maintenant la vérité. Elle n'était pas une serviteur du public. Elle était une manipulatrice. Elle s'est enfermée dans la grande maison sur la colline. Les rideaux étaient tirés. 2 semaines après le procès, j'ai reçu un colis. Il venait de mon père. Je l'ai ouvert. À l'intérieur se trouvait une petite boîte et un mot. Amélie, je déménage en Auvergne pour rester avec ta tante. Ta mère refuse de quitter la maison. Je ne peux plus y rester. Le silence est trop assourdissant. Je suis désolé de ne pas avoir été plus fort. Je suis désolé de t'avoir laissé te battre seul. Papa. Dans la boîte se trouvait une clé. C'était la clé de la grande maison. Il l'avait quittée. J'ai ressenti une pointe de tristesse, mais surtout du soulagement. Il s'échappait enfin, lui aussi. Je ne suis pas allé voir Diane. Je n'avais plus rien à lui dire. Sa punition était le monde qu'elle avait créé.
Un monde où elle était seule avec son ego. Je me suis concentré sur l'avenir. J'ai utilisé l'argent d'Élise exactement comme elle le voulait. J'ai développé la fondation La Porte Ouverte. Nous ne donnions plus seulement des bourses. Nous avons lancé un programme de mentorat. J'ai engagé maître Nathalie Dubois comme notre conseillère juridique. Nous sommes devenus de bonnes amies. Elle m'a appris que se défendre n'est pas méchant, c'est nécessaire. 6 mois plus tard, j'étais assise dans la cuisine d'Élise. Le cottage était maintenant rénové. Le jardin était fleuri de nouvelles fleurs. Je lisais la candidature d'une jeune fille nommée Maya. Elle voulait devenir assistante sociale. Elle écrivait qu'elle voulait aider les enfants qui se sentaient invisibles. Je veux qu'ils sachent qu'ils comptent, écrivait-elle. J'ai souri. J'ai pris mon stylo et j'ai signé le chèque. Je me suis dirigé vers la fenêtre. J'ai regardé la ville de Bellefontaine. C'était la même ville, mais elle me semblait différente maintenant. Elle ne semblait pas effrayante. Elle ressemblait à un endroit où j'avais ma place. Mon téléphone a vibré. C'était une notification. L'ancienne conseillère Diane Durand annonce son retrait de la vie publique. J'ai fait glisser la notification pour la faire disparaître. Je n'avais pas besoin de la lire. Cette histoire était terminée. Je suis retourné à la cuisinière. Je faisais du pain. L'odeur de levure et de farine chaude remplissait la cuisine. Ça sentait l'amour. J'ai sorti le pain du four. Il n'était pas parfait. Il était un peu de travers, mais il était réel. J'ai murmuré les mots d'Élise à voix haute dans la pièce vide et heureuse. La bonté doit survivre à l'ambition. Et finalement, c'était le cas.